partie de la prise en charge de la rééducation de l'enfant IMC. Ensemble, on va essayer de voir les particularités de cette prise en charge. Nous tous savons que l'infirmité motrice cérébrale est une lésion qui n'est pas comme les autres. Alors même la prise en charge, elle est particulière, elle revêt une complexité et elle est perplexe et complexe à la fois. Cette complexité, normalement, tous les intervenants et les orateurs qu'ils ont eu la parole durant ce congrès, ils ont insisté sur le fait que cette prise en charge doit être précoce et multidisciplinaire. Pas comme les autres prises en charge, entre parenthèses, le corrégional. Alors, ma contribution, normalement, va s'intituler « Actualité, approche thérapeutique de la prise en charge de l'infirmité motrice cérébrale ». Comme mon ami vient de dire, le terme « infirmité motrice cérébrale » a été introduit en 1969. Qui dit 1969, ça veut dire que les études elles sont récentes. Normalement, la prise en charge, elle était amorcée en 1969 par Guy Tarieux. Elle regroupe les enfants souffrant de troubles moteurs prédominants consécutifs à des anomalies ou lésions cérébrales stables, survenues dans la période anté, péri ou postnatale avec une intelligence normale. Je dis bien une infirmité motrice cérébrale, normalement, elle est équilatérale, normalement, d'une intelligence normale. Si l'enfant présente au-delà des troubles normalement de l'infirmité motrice cérébrale, une débilité ou une diminution de son quotient intellectuel, là, on peut dénommer les enfants ayant les mêmes problèmes moteurs associés à un retard mental, le terme d'infirmité motrice d'origine cérébrale. Alors, pour spécifier ces enfants-là, on leur a attribué le vocable d'IMOC, qui a été utilisé au cours des 20 dernières années. Parce que c'est normal, la prise en charge ne sera pas la même. Donner des consignes ou entre parenthèses, des revendications à un enfant qui ne vous comprend pas, il ne faut pas attendre un feedback de sa part. Normalement, il faut qu'il y ait une complexité entre thérapeute, entre soignant et soigné. Si je lui donne un stimulus ou une induction, il faut que ça vienne de sa part une réponse positive qui va être résumée dans une fonctionnalité. Alors, dans la littérature internationale, le terme utilisé est la paralysie cérébrale. C'est un terme anglo-saxon, cérébral palsy, qui regroupe à la fois les IMC et les IMOC. Normalement, chez les Anglais, les anglophones, on parle surtout de paralysie cérébrale. Alors, revenons à l'infirmité motrice cérébrale. Elle résulte de lésions cérébrales définitives développées tôt dans la vie et responsable de séquelles motrices, mais aussi de séquelles langagières et praxiques. Au-delà du déficit moteur, on trouve chez ces enfants un déficit ou un retard langagier, tel que les dysarthries ou un retard de langage, et les dyspraxies ou les apraxies. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Devant ces particularités sémiologiques et évolutives, une prise en charge multidisciplinaire, adaptée la plus précoce possible, est indispensable. La réalisation du dépistage, et j'insiste sur le dépistage précoce et le diagnostic précoce de l'IMC et les moyens de prise en charge revêtent une importance primordiale. Alors, comme forme clinique, on peut distinguer deux grandes formes. Il y en a plusieurs, mais moi j'ai préféré de les rassembler dans deux formes. La première, c'est une forme spastique qui regroupe les hémiplégiques, les diplégiques et les quadriplégiques. Et une forme dyskinétique, qui dit dyskinétique, ça veut dire qu'il y a un problème dans le dosage du mouvement. Dyskinétique, ça veut dire la choréarthrose, la choréathétose et la dystonie et la forme ataxique. Je sais que certaines terminologies, normalement, vont vous apparaître un peu bizarres, mais je préfère revenir plus tard en détail sur chaque vocable en essayant de lui accorder le temps nécessaire.
Alors, la prise en charge de l'enfant IMC, elle est, alors il faut mettre en cause l'intérêt du pistage précoce, il est très important. Cette dernière est un partenariat, qui dit dernière, dit la prise en charge, c'est un partenariat signé entre l'équipe de rééducation et les parents. Son but est de confirmation du diagnostic. Quand on vous ramène un enfant, alors on a les moyens pour déceler, est-ce c'est une infirmité motrice cérébrale, est-ce c'est un autre problème orthopédique lié à une pathologie soit métabolique, soit neurologique. Alors, la confirmation diagnostique, assurer l'autonomie motrice optimale, limiter au maximum les conséquences orthopédiques du dysfonctionnement neurologique, et enfin, assurer le meilleur niveau d'apprentissage scolaire ou professionnel en fonction des capacités intellectuelles et cognitives. Alors, c'est l'intégration sociale de l'enfant IMC. C'est pour plus tard, bien sûr. Alors, pour l'évaluation et la prise en charge du contrôle moteur chez l'IMC, normalement, qu'est-ce qui ne marche pas chez un enfant IMC? C'est son contrôle défectueux de la motricité musculaire, bien sûr par le système nerveux central. Elle entraîne des difficultés de la posture, du mouvement, et une gêne de l'amplitude et l'intensité, bien sûr, du mouvement. Alors cela se traduit par une mauvaise tenue du tronc, de la tête, des mouvements trop lents, trop rapides, raides ou brusques. Le but de notre évaluation neuromotrice est de faire le point sur les facteurs déficitaires afin d'anticiper les conséquences et surtout de repérer les facteurs de contrôle persistants pour guider au mieux et permettre une compensation ou une suppléance. Alors revenons à notre circuit moteur chez un enfant valide. Et je préfère dire valide que dire normal, parce que le terme normalité est très subjectif. Alors, pour les différencier, on parle de validité et invalidité. Alors, dans un circuit moteur d'un enfant valide, l'enfant perçoit par la vision. Il regarde ce qui se passe autour de lui. L'audition, ce sont des stimulus exteroceptifs. Les sensations articulaires, là, on est sur l'interoceptif, musculaire ou cutané. Il répond par un mouvement adapté en fonction de ce qu'il a mémorisé. Ainsi vont émerger les enchaînements moteurs ciblés. Alors là, on parle de motricité dirigée. Plus précis, plus rapide et moins coûteux sur le plan énergique. Puis les mouvements seront automatisés et permettront à l'enfant de répondre rapidement à une stimulation. Ça se passe chez un enfant valide. Alors, qu'est-ce qui se passe chez un enfant IMC? Ces acquisitions vont être entravées chez les enfants IMC, chez qui le processus d'automatisation se construit difficilement. Alors, le schéma corporel n'est plus le même. La reconnaissance des différentes parties du corps n'est plus la même. Le schéma global, global psychomoteur, il a du mal à le reconnaître. Alors, le sujet doit alors utiliser la commande volontaire, ce qui était involontaire chez l'enfant valide va devenir volontaire chez l'enfant invalide, ou l'IMC. Doit utiliser la commande volontaire pour mettre en place la compensation la plus fonctionnelle possible, d'où le but d'une vraie éducation motrice du mouvement qui se passe en deux phases. Pourquoi on a parlé d'éducation ici? Parce qu'il n'y a pas moyen de parler de rééducation. L'enfant, il n'a pas connu la motivation auparavant. Alors, c'est à nous de lui créer, d'accord? Alors, c'est plutôt une éducation qu'une rééducation dans ce cas-là. Alors, ça va se passer par deux phases. La première phase, ça consiste en un guidage du mouvement par des stimulus exteroceptifs. La fin, c'est de faciliter ou de déclencher une réponse globale, inhiber les mouvements parasites, qui dit mouvement. C'est le fait. Qui dit mouvement. Qui dit mouvement parasite, on parle bien sûr de la tétose ou de la spasticité pour que l'enfant acquiert une conception. On va faire le G parce que le G du. Alors il y a une interférence. Alors, donc on a des pointons, ça c'est la veille. Alors il y a un technicien. Alors j'espère que le problème est résolu. Alors, déclencher une réponse globale, inhiber les mouvements. On a des anomalies, on a des pointes et des pointons. Ce qui va nous aider encore à retenir le diagnostic, c'est le sommeil. Donc quand on va avoir le sommeil. Technicien. Il y a une interférence de moi, je crois.
Alors, déclencher une réponse globale, inhiber les mouvements parasites ou la spasticité pour que l'enfant acquiert la conception du mouvement. La deuxième phase, c'est de permettre à l'enfant d'intégrer ce mouvement, voire de l'automatiser pour qu'il puisse le déclencher lui-même par 2 billets ou 3 billets. Le premier billet, c'est la stimulation des capacités de redressement postural. Pour le maintien de la position, le soutien de l'ensemble du corps en verticalité, travail de l'équilibre, ces acquisitions vont libérer les membres et permettre une sélectivité motrice, telle que le rond et la marche, et plus précis, telle que l'appréhension. Le deuxième billet, c'est le guidage progressif de l'enfant vers la locomotion par travail de NEM. NEM, ça veut dire niveau d'évolution motrice. Le troisième billet, c'est la progression des acquisitions. Alors, revenons au problème orthopédique de l'IMC. Alors, on les incrimine souvent comme telle source de gêne ou d'handicap pour l'enfant. Or, ce n'est pas du tout le cas. Souvent incriminé d'être la cause des troubles moteurs, en particularité la marche. Or, une fois installés, ils participent à la gêne motrice, mais n'en sont pas la cause. Parce que la cause, elle est évidente ici, elle est cérébrale. Alors, ils sont la partie visible de l'iceberg neurologique qui se cache derrière. Et leur correction chirurgicale ou orthopédique peut améliorer la situation sans la faire disparaître, avec toujours un risque de récidive, bien sûr. Si on ne réduit pas, normalement, par définition, l'infirmité motrice cérébrale, c'est une lésion cérébrale, anatomiquement stabilisée, non évolutive, non héréditaire et non contagieuse. Alors si, une fois la lésion est installée, on ne peut pas retourner derrière. Alors il faut aller vers l'avant pour voir comment remédier. Et normalement, si on ouvre cette parenthèse, on ne va pas en finir. Le thème de l'infirmité motrice cérébrale ne se résout pas dans une demi-heure. C'est toute une formation qu'on va prévoir, Inch'Allah, plus tard, d'affiner ces acquisitions, je ne sais pas, par des formations continues ou par des formations spécialisantes. Alors les gens, ils sont en train de mettre les mains et les pieds pour venir en aide à cette marche d'enfant qui était négligée pour aider l'essai pour pas mal de temps. Et la prise en charge n'est pas du tout la même. Malheureusement, ce que je vois passer dans des cabinets, c'est entre parenthèses criminel. Pourquoi criminel? Parce qu'on fait perdre à l'enfant les premières années de rééducation ou de l'éducation. Alors, une fois les 2 premières années passées, la récupération devient de plus en plus difficile. Tout à fait. Alors, ils sont la partie visible de l'iceberg neurologique qui se cache derrière, et leur correction chirurgicale ou orthopédique peut améliorer la situation sans la faire disparaître, bien sûr, avec toujours un risque de récidive. À la naissance, tous les bébés naissent de la même façon, parce que ce n'est pas une malformation. On a une nuance entre une malformation et une déformation. Alors la malformation, ce n'est pas du tout une déformation. Si je pose la question à mes étudiants, normalement, qu'est-ce qu'une malformation? Normalement, vous me donnez une malformation, par exemple, un exemple de malformation. Un pied beau. Ce n'est pas une malformation. La malformation, pour distinguer une malformation d'une déformation, la malformation, normalement, le mode d'installation se fait dans l'âge embryonnaire. Alors, intra-utérin, il y a l'embryonnaire, il y a le fœtal. Alors, de J1 jusqu'à 8 semaines, 2 mois, c'est le stade embryonnaire. Au-delà de 8 semaines, c'est le stade fœtal. Normalement, les déformations viennent en âge fœtal et non en âge de fœtal. Alors, à la naissance, un bébé IMC a un corps sain, c'est normal, et son cerveau qui est pathologique. Les anomalies neurologiques perturbent tous les éléments de la chaîne motrice, y compris le muscle, le tendon, les os et les articulations. Alors, on va revenir en détail pour parler des particularités de cette spécificité de la chaîne motrice. Alors, la croissance, les problèmes posturaux et parfois différents, les différents traitements vont aggraver la situation et creuser l'écart entre l'enfant sain et l'enfant IMC. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce qui permet de ralentir, sinon d'empêcher le flot de déformation secondaire. Alors, qu'est-ce que peut rapporter la chirurgie à l'IMC? J'ai invité des amis orthopédistes, malheureusement ils ne sont pas là. Alors, je sais que ça va les frustrer le fait. Au niveau de la lésion cérébrale, rien. Il ne va rien rapporter.
La neurochirurgie, c'est une sanction de certains arcs réflexes, tels que les radiculotomies, alors responsables de réactions nuisibles. Si on voit qu'une partie du corps est gênée, est vraiment gênée par un problème de spasticité ou un problème d'adétose, normalement les neurochirurgiens ils viennent pénaliser ce circuit par une radiculotomie ou une sanction de certains arcs réflexes. La chirurgie orthopédique est préventive et corrective, elle assure une certaine mobilité passive, corrige les déformations orthopédiques et rééquilibre les forces musculaires entre agonistes et antagonistes. C'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. L'agoniste et l'antagoniste, c'est tout un équilibre. Normalement, une articulation, un muscle articulaire, c'est pas un muscle biarticulaire. Et un muscle biarticulaire, c'est pas un muscle triarticulaire. Il regroupe plusieurs articulations. Et pour assurer l'équilibre entre ces différents muscles, agonistes et antagonistes, c'est comme toucher le ciel. Alors, la chirurgie fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et son acte doit répondre aux besoins fonctionnels de l'enfant IMC avec consentement, bien sûr, des différents intervenants. Parfois, la chirurgie est fait plus du mal que du bien. Moi, j'ai eu affaire à des enfants qui marchaient, mais ils marchaient en ciseaux, par exemple, ou en déplégie spastique. Alors, les parents, ils fantasmaient tellement avoir un enfant sain sur le plan esthétique. Alors, malheureusement, il est tombé entre les mains d'un chirurgien qui même quand ils tombent entre les mains d'un chirurgien, ouais. Parce qu'on déplace tout leur schéma moteur. Le schéma moteur, bien sûr, la matrice elle est évoluée. Alors là, il a perdu même la fonction de la marche. Alors la chirurgie fait partie de l'équipe pluridisciplinaire et son acte doit répondre aux besoins fonctionnels de l'enfant IMC avec consentement des différents intervenants, bien sûr. Alors là, on va revenir sur les particularités anatomiques fonctionnelles de l'IMC. Qu'est-ce qui ne marche pas chez cet enfant IMC? Normalement, ce n'est pas normal qu'un enfant vienne chez nous, il attend normalement une contrepartie de notre part de rendre la vie plus facile, plus autonome, Or, même nous, on est frustrés sur ce point. Alors, si on revient en détail sur les parties anatomiques, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose que c'est un enfant sain ou valide. Alors, le muscle de l'IMC, il est normal au départ, c'est normal, dans sa structure, mais il se contracte soit trop, soit insuffisamment, souvent à contre-temps. Quand on dit soit trop, c'est le problème de la spasticité, c'est l'hypertonie. Soit insuffisamment, c'est un muscle flasque, c'est un patient flasque et mou. Soit à contre-temps, c'est le problème des syncinésies. Alors, ce muscle est spastique court et ferme. Chez l'IMC, certains muscles travaillent toujours en concentrique. C'est normal. Faute de contraction suffisante et surtout suffisamment coordonnée des antagonistes. Alors là, on revient à notre problème agoniste-antagoniste. Alors par exemple, il y a certains muscles qui prédominent sur d'autres. Alors malheureusement, les muscles gravifiques, ils prédominent sur les muscles antigravifiques. Alors la pesanteur et la tendance à nous faire descendre vers le bas, et les muscles et la physiologie articulaire aident normalement cette chute vers le bas. Alors tout ce qui est fléchisseur prédomine sur l'extenseur, et tout ce qui est adducteur, il prédomine sur l'abducteur. Tout ce qui est rotateur interne, il prédomine sur le rotateur externe. Alors, écoutez, retenez bien ce que je viens de dire, parce que c'est la clé de notre compréhension ultérieure. Alors, les muscles biarticulaires sont les premiers à souffrir, c'est normal. Pour se développer, un muscle a besoin de phases de contraction et d'étirement. S'il n'y a pas de contraction, ce muscle reste faible. C'est le mouvement qui crée la force du muscle. S'il n'y a pas d'étirement, ce muscle reste court. C'est normal. Il faut même pour les gens qui font du sport, si après une séance de musculation, ils n'ont pas recours à des exercices de stretching ou d'étirement, ils sont en train de se faire plus du mal que du bien. Alors, court et répond par une salve de contraction, c'est la spasticité. Ainsi, on est du muscle athétosique. Faible et en contraction volontaire, mais fort en automatisme. Je crois que Mme Leila, je suis sûr qu'elle a travaillé avec des IMC. Tout le monde qui travaille avec des IMC doit être vigilant en travaillant. Parce qu'ils sont imprévisibles. Ils peuvent vous donner des coups gratuits, involontaires, bien sûr. Ils sont d'une docilité et d'une gentillesse. Mais, ouais.
Mais c'est pour cela qu'on a dit qu'ils sont faibles en contraction volontaire, mais forts en automatique. Et quand on étire beaucoup, on risque de les fracturer. Non, on va revenir. L'étirement doit être judicieux et doit être rationnel et raisonnable. Alors si tu tires, là c'est pas tirer, ça c'est casser, c'est autre chose. Bien sûr. Alors on va revenir, je crois, dans la thématique. Alors, le mouvement volontaire peut être aussi perturbé par le déficit de compréhension du mouvement. Alors c'est le trouble praxique. Après, on va en définir, si vous voulez, on ira le temps d'en parler davantage. Qui est un trouble organisationnel. La praxie, normalement, c'est l'organisation spatiale du mouvement. Par exemple, je vous donne l'exemple, si je vous demande, il y a des gens qui, de monter, par exemple, une montre dans votre main, tout le monde est en mesure de le faire. Mais un sujet qui présente des troubles pratiques, le fait de défiler la montre, de la ramener autour du poignet et de la fermer, il n'a pas ce mouvement. Il n'a pas cette organisation du mouvement pour faire. Alors, ce qu'on appelle ça des troubles dyspraxiques ou apraxiques, normalement. Alors, il y a un trouble organisationnel. Qu'est-ce qui se passe chez le tendon du muscle de l'IMC? La longueur du tendon est déterminée au fil de la croissance par les forces de traction. C'est normal. Le tendon, il n'est pas contractile, c'est une entité non contractile. Alors c'est le corps charnu qui se contracte. Et par le biais du tendon, il ramène l'os. D'accord? En mouvement. Mais le tendon ne se contracte pas. C'est vrai, il est riche sur le plan proprioceptif, mais il est pauvre sur le plan conjonctif. Alors, il ne se contracte pas. Parce qu'il n'y a pas de filament d'actine et de myosine au-dessus. Hein. Alors, au fil de la croissance par des forces de traction exercées par les fibres musculaires, si le muscle tire insuffisamment, le tendon reste court et inversement à l'antagoniste. Qu'est-ce que ça veut dire inversement à l'antagoniste? Par exemple, si je prends l'exemple de l'articulation du coude. Alors, pour faire une flexion, alors, je ne tire pas davantage. D'accord? Il n'y a pas assez de force dans le tendon. Alors, le muscle, le tendon des fléchisseurs, il reste court, mais des antagonistes qui est le triceps, il est allongé là. Qu'est-ce qui va se passer?